Jean-Michel Basquiat voit le jour dans le tumulte de New York, à l'aube des années 60, au sein d'une famille dont les racines s'étendent de Haïti jusqu'à Porto Rico. Sa mère, initiatrice bienveillante, cultive très tôt sa sensibilité en le guidant dans les allées des grands musées de la métropole, où le jeune enfant s'imprègne de la majesté des maîtres anciens. Un accident de la route, survenu durant sa 7e année, marque une rupture brutale et fondatrice dans son existence, car c'est durant sa convalescence qu'il reçoit un traité d'anatomie humaine. Ce volume, rempli de schémas précis et de descriptions organiques, deviendra la grammaire secrète de son futur pinceau, peuplant ses compositions de squelettes, de viscères et de structures osseuses mises à nu. À l'adolescence, poussé par un désir d'émancipation radicale, il s'éloigne du confort familial pour embrasser l'incertitude des trottoirs de Manhattan. Sous le pseudonyme de Samo, il sature les murs de la ville de maximes sibyllines, de critiques sociales et de poésie urbaine, transformant l'espace public en un carnet de notes à ciel ouvert. Cette pratique de l'inscription sauvage lui vaut une reconnaissance immédiate dans les milieux souterrains de la création, où son style vif et nerveux détonne par sa maturité. Il commence alors à peindre sur des matériaux de fortune, récupérant des portes délaissées, des volets usés ou de simples planches de bois, conférant ainsi à son art une texture immédiate et une résonance authentique. L'entrée dans la décennie suivante consacre son ascension météorique dans les circuits officiels de la peinture contemporaine. Premier créateur noir à briser les plafonds de verre d'un marché alors très exclusif, il impose une iconographie complexe, où la célèbre couronne à 3 pointes domine des portraits de musiciens et de sportifs légendaires. Ses toiles, véritables palimpsestes, superposent des couleurs éclatantes à des ratures volontaires, car pour lui, le mot biffé gagne en importance dès lors qu'il est dissimulé. À travers cette saturation visuelle, il dénonce les mécanismes de l'oppression historique, rappelant sans cesse les cicatrices de l'esclavage et les réalités du racisme qui imprègnent encore la société de son temps. Sa trajectoire croise bientôt celle d'Andy Warhol, rencontre qui se mue en une amitié profonde et une collaboration artistique sans précédent entre 2 générations. Ensemble, ils produisent des œuvres hybrides où le graphisme mécanique du maître de l'image de masse rencontre le geste fougueux et impulsif du jeune prodige. Cette union, bien que fertile, reste fragile et sujette aux tourments des critiques de l'époque qui ne saisissent pas toujours la portée de leur dialogue. La disparition de son mentor en 87 laisse l'artiste dans un isolement croissant, exacerbant une mélancolie déjà profonde que les substances illicites ne parviennent plus à apaiser. Il s'éteint prématurément au cours de l'été 88, rejoignant le cercle tragique des génies disparus à 27 ans. En moins d'une décennie d'une activité fiévreuse, il a su ériger une œuvre monumentale qui continue de bousculer les conventions esthétiques. En intégrant les codes de la rue et les revendications d'une identité plurielle dans les sanctuaires de la culture noble, il a redéfini pour toujours le rôle de l'artiste dans la cité. Son héritage demeure aujourd'hui comme un cri visuel nécessaire, une célébration de la vie et de la révolte qui résonne avec une force intacte par-delà les époques et les continents.